Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Monsieur Tebboune nous gratifie d'une autre sortie tout aussi extravagante à son accoutumée, comme à son accoutumée, où il appelle les harragas, écoutez bien, les harragas, nous dit-il, qui traversent des moments difficiles en France, à l'étranger d'une manière générale, et qui souhaitent rentrer, qu'ils sont les bienvenus, qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, et c'est très bien. Bravo, monsieur Tebboune. Le problème est que, il dit néanmoins, il faut qu'ils s'engagent, pour pouvoir rentrer chez eux, à ne plus entreprendre des actions nuisibles à leur pays. Et c'est là où la question se pose. Nous sommes à l'étranger, nous côtoyons les harragas tous les jours, dans toute l'Europe, particulièrement en France, en Espagne, en Italie. Et à ma connaissance, les harragas ont suffisamment de problèmes pour vaquer à leurs propres affaires, essayer de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, à vendre de la cigarette de contrebande, du sarour, à faire des petits travaux au noir, pour pouvoir se nourrir et trouver à se loger, pour pouvoir encore se permettre de faire quoi que ce soit. Sauf pour certains parmi eux, que le régime lui-même, à travers ses consulats, a embrigadé, tous les harragas de la place de Paris s'en rappellent, a embrigadé, qu'ils payent, qu'ils corrompent pour qu'ils s'attaquent à leurs frères militants hirakistes. Fort heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais pour vous dire jusqu'où peut aller ce système, ce régime, à Marseille notamment, et à Paris tout aussi fréquemment pendant le Hirak, où il allait écumer Barbès et d'autres quartiers pour amener des harragas, les rassembler dans son consulat, leur donner des instructions, les alcooliser, leur donner un peu de fric et les lancer contre leurs frères. Mais sinon, des harragas opposants qui s'affichent, personnellement, je n'en connais pas. Ils ont suffisamment de problèmes comme ça pour pouvoir se débrouiller et faire face à leurs problèmes quotidiens. Donc, de qui parle M. Tebboune? Maintenant, si c'est des opposants d'une manière générale, c'est une perche qu'il leur tend de façon indirecte, ceux qui activent dans l'opposition à l'étranger, ceux qui militent pour libérer leur peuple, pour aller vers l'avènement d'un État de droit, d'un État démocratique, où les pouvoirs sont séparés, où les élections sont honnêtes, où les Algériens sont libres de choisir leurs véritables représentants, depuis le maire jusqu'au président. Là, la question se pose. Et elle se pose très sérieusement, M. Tebboune, parce que ceux que vous qualifiez de gens qui s'attaquent à leur pays et qui doivent s'engager à ne plus s'attaquer à leur pays, en fait, vous êtes en train de désigner des militants de l'opposition qui militent parfois au détriment de leur propre famille, au détriment de leurs propres intérêts, pour essayer d'assister de leur vivant à l'avènement d'un pays démocratique, d'un État démocratique tel que promis par ceux qui ont donné leur vie à ce pays, dont vous et vos comparses, vous vous dites les dignes héritiers.
Tebboune appelle les Harraga à rentrer au pays. Les Harraga, pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe ou la langue algérienne ou la derja comme on dit, plutôt la derja parce qu'en arabe ça n'existe pas, c'est les immigrés clandestins, ceux qui brûlent les frontières. Alors, avec nous pour en parler, Mohamed Bakir, observateur politique. Mohamed Bakir, merci d'être avec nous. Azoul, je salue les téléspectateurs. Merci. Et depuis le lointain Canada, notre ami Kamel Moktefi, militant politique. Kamel, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal pour l'invitation. Azoul, bonjour à Mohamed, bonjour à l'équipe Maghrébia. Merci et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent maintenant. Merci. Merci. Mohamed, vous voulez dire quelque chose à Kamel? Kamel, il s'est trompé de chaîne. Pourquoi? C'est Méditerranée TV, non? Ah. Et nous, c'est North Africa. North Africa voilà. TV, voilà. Alors, c'est vrai, Kamel, bon, mais je n'avais même pas remarqué. Alors, ce que je voulais dire, Mohamed, qu'est-ce que vous avez compris à cet appel de M. Tebboune? Honnêtement. J'ai rien compris. Alors, comme nous tous. Ben oui. Mais nous comptions sur vous pour essayer de nous éclairer un peu, ne serait-ce que il faudrait supposer. Il faudrait rentrer dans la tête de ce monsieur pour essayer de comprendre. Est-ce que cette question était à l'ordre du jour du Conseil des ministres? C'est possible, mais ils ne l'ont pas déclaré en tout cas. Donc elle n'y était pas. Ils ont dit qu'ils s'occupent de ce qui concerne la sécurité au niveau du pays, de la sécurité au niveau des frontières. Non, on a bien vu la fâcheuse tendance qu'a Tebboune à improviser et à créer des situations de fait. Et je pense, je suppute qu'il s'agit d'une sortie de ce type, ce qui veut dire talga, et après ça devient quelque chose. Et après il faudra lui trouver une explication. Il faut l'assumer, il faut etc. Et il faut lui donner du sens. Parce que, bon, on voit bien la confusion qu'il y a, ce qui veut dire qu'il parle de problématiques politiques, donc de gens qui ont un positionnement politique, tout en les situant comme des harragas. Il pose la nécessité d'un repentir, donc il pose le repentir comme condition de normalisation de la situation de ses concitoyens. Donc on voit qu'il y a un grand flou dans cette histoire. Et même dans la gestion de cette question, on n'a pas vu une cohérence qui se dégage pour le moment. Donc il me semble que c'est une improvisation, une volée lyrique au niveau du Conseil des ministres, et on gère le pays en gérant ces envolées-là qui viennent. Voilà. Kamel Moktefi, même question. Honnêtement, moi, je le comprends, je le reçois comme un double message. Un message destiné à l'Élysée pour dire que je vais satisfaire votre demande, donc de renvoyer les sans-papiers, donc les recevoir chez nous, de manière administrative, en impliquant les services consulaires et en leur donnant les papiers, tout ça pour leur donner les moyens de rentrer au pays. Il a décoré ça dans un discours soi-disant de clémence à ceux qui ont fait des erreurs. Quelle erreur ont-ils fait ces jeunes Harragas? Ils n'ont rien fait. Ils ont défié la frontière, les gardes frontières, les gardes côtes. Ils ont quitté sous le regard de l'État, d'ailleurs, qui les considérait comme une soupape de sécurité. Imaginez-vous ces 6 milliers de jeunes restés au bled. Ils auraient brûlé, cassé, parce que leur rage, elle est tellement difficile à mesurer au point qu'ils sacrifient leur vie en pleine Méditerranée. Donc ça, c'est le premier message destiné à l'Élysée pour dire que oui, je réponds à votre message, je vais le satisfaire. Et il l'a dit d'une façon à tromper l'opinion nationale. Parce que l'opinion nationale, il le surveille toujours, parce que cette position-là d'haranguer les foules contre la France coloniale et ceci, cela, va se retourner contre lui parce qu'il va démontrer une posture de faiblesse. Le deuxième message est destiné à nous, qui sommes des militants qui sommes à l'étranger,
il a fermé les portes. Il a fermé les portes, il a dit, ça veut dire qu'à travers ce message, moi, je comprends que vous n'êtes pas concerné, vous serez toujours traité comme on vous a traité, avec cette menace de si vous rentrez, vous allez rester au bled, comme Mohamed Tafarka, comme les autres qui ont subi les affres de ces services. Parce que s'il y avait de la volonté réellement d'élargir, si cet appel comporte une volonté d'élargir vers tous les Algériens qui se trouvent à l'étranger, qui font de la politique contre ce système et qui veut vraiment leur envoyer un message. OK, je vous ai entendu, votre opposition elle est prise en charge, mais vous n'êtes pas un danger pour le pays, comme il le disait à travers le 87 bis. Cette démarche, si elle n'était pas une manœuvre mesquine, elle aurait été concomitante à la libération des détenus d'opinion à l'intérieur. Parce qu'il ne peut pas tolérer à des militants comme nous de rentrer au bled sans poursuite, sans libérer les détenus d'opinion qui ont été arrêtés pour un simple j'aime sur Facebook et tout ça. Ils sont actuellement, ils souffrent à l'intérieur du pays. Il est urgent de libérer ces détenus-là qui sont dans des conditions inhumaines, de se soucier de ces jeunes-là qui séjournent, malgré qu'ils sont dans des centres de détention en France pour des raisons parce que c'est des sans-papiers, leurs conditions elles sont 10 000 fois meilleures que les détenus d'opinion qui croupissent à El-Qléa, Parrache et autres prisons où ils les ont séjournés, qui parfois même ils les éloignent de leur famille à des milliers de kilomètres. Leur famille, non seulement ils souffrent de leur emprisonnement, mais ils souffrent aussi de leur déplacement pour aller leur rendre visite avec les coûts, vraiment. Donc, moi, je considère que c'est une manœuvre qui n'a pas d'autres objectifs que de satisfaire d'une manière indirecte à la demande. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que c'est un peu la méthode Sansal Macron, comme il a insisté pour qu'il le relâche. Ils se sont arrangés tous les deux pour faire demander la grâce par le président allemand qui est complètement en dehors de la question. Et donc l'Algérie n'a pas satisfait une demande de la France, mais de l'Allemagne, alors que tout le monde sait que l'Allemagne n'a rien demandé du tout, que c'est un service qu'ils ont rendu à Macron qui le leur a demandé. Donc si nous avons bien compris, c'est un peu ça. Et dans le même temps, ça lui permet de jouer un peu au généreux qui ouvre son burnous pour recevoir ses enfants, n'est-ce pas? Alors, Effectivement. Mohamed Bakir, oui, j'allais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de notre ami Kamel. Alors, on a du mal à identifier le récepteur de ce message, la cible. On a du mal à l'identifier. Kamel, il converge avec une hypothèse qui a été posée par Kamel Tabou lorsque vous l'avez reçu, c'est de considérer qu'il y a une discussion avec Paris et que cette discussion n'est pas dite et que c'est une façon d'avancer dans cette voie-là. De faire du brouillard et de... Voilà, donc de réaliser un certain nombre d'OQTF qui pourraient satisfaire Paris tout en donnant une aura... Mais lui, il ne dit pas que la France peut les expulser. Il dit qu'ils peuvent rentrer tout seuls. Or, eux, d'abord, les Harraga, il faut connaître un peu le nombre. Le nombre, personne ne le connaît. Mais les estimations, les cadrages les plus sérieux parlent d'entre 200 et 300 000 entre les trois pays d'Europe. Entre 200 et 300 000. Et l'un des chiffres qui a servi un peu à évaluer, c'est les régularisations qu'il y a eu en Italie, qui ont permis de découvrir l'ampleur quand il y a régularisation, il y a toujours appel d'air par rapport à ce qui est... Et d'autres arrivent après. Il y a ça. Ensuite, les Harraga refusent de rentrer. Ils refusent, parce que d'abord, ils ont payé très cher. Alors, la plupart, ils ont payé entre 100 et 150 millions. Là, vous l'aviez souligné dans votre dernière émission, c'est que la Harga est réellement une traite humaine. Absolument. C'est un système de traite humaine, et c'est une traite humaine qui est concédée à un secteur du pouvoir algérien pour qu'il puisse engranger non seulement engranger, Mohamed Bakir, mais surtout, ils s'en servent comme de la soupape de sécurité de la cocotte minute pour faire sortir le trop-plein de pression. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les haragas, ce n'est pas des résidus sociaux.
C'est au contraire ce qu'il y a de plus dynamique dans la société. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse et c'est la partie la plus entreprenante parce que déjà la Harga en elle-même, c'est une entreprise. Bien sûr. Et pour réussir ce type de traversée, c'est des gens qui ont quand même des capacités qui sont très au-dessus. Très au-dessus. Ce qui veut dire que si on évacue ce caractère de risquer sa vie, oui. Quels sont les secteurs qui entreprennent la harga dans la société? Est-ce que c'est les secteurs qui composent avec la morosité sociale qu'il y a dans le pays? Non, c'est au contraire des gens qui veulent réaliser quelque chose, qui veulent entreprendre quelque chose. Ce qui veut dire que si on fait fi du danger... aussi que c'est une question de désespoir. Quand leurs propres parents vendent leurs bijoux de famille, quand eux-mêmes empruntent... J'ai fréquenté beaucoup de jeunes qui sont venus en travers la harga. Et je peux vous assurer que c'est des gens qui en veulent et qui veulent vivre. Mais allez voir ici. Tous sont en train de vendre des cigarettes contrebande. Alors, ça c'est la partie apparente de l'iceberg. Apparente, mais ils sont très nombreuses. Oui, c'est la partie apparente de l'iceberg. Qu'à Paris, ils sont des milliers à faire ce genre de... Ils s'en sortent. Beaucoup s'en sortent. Il y a un turnover, au niveau de ces solutions palliatives qui est très, très important. Ceux qui font du travail au noir? Il y a du travail au noir, il y a des gens qui s'en sortent en fondant une famille, il y a plusieurs... Très peu réussissent à trouver une compagne qui a la nationalité française. Ils y arrivent et c'est ce qui maintient le flux. C'est ce qui maintient le flux. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est des desperados. À mon avis, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est des desperados. C'est bien au contraire un secteur très dynamique de la société. Ça veut dire que si ces jeunes-là avaient des conditions pour s'affirmer à l'intérieur du pays, ce seraient des gens qui réaliseraient des choses très positives. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est des voyous. Oui, pour se risquer à une telle aventure, quitter son pays, quitter les siens, se jeter dans les routes de l'exil. Ça veut dire qu'ils en veulent, comme vous dites. Ils en veulent. Mais maintenant, il peut y avoir des secteurs, il y a des secteurs qui s'engouffrent dans ce phénomène social, il y a des secteurs qui s'engouffrent, qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas la même hargne, mais pour l'essentiel, et d'ailleurs on le voit très bien dans l'évolution de la harga est devenue un projet de famille. Oui. C'est devenu un projet de famille. Il y a des gens qui sont venus avec leur bébé. Avec leur bébé. Et ça parle d'abord du blocage qu'il y a au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire que le chef de l'État, il dit que le harga, c'est ton bilan, c'est Mohamed. C'est le bilan تاعك, le bilan تاع السياسة تاعك, تاع النظام تاعك. Ce qu'il y a de plus vivant dans ta société, est en train de... il n'a d'autres possibilités d'exister, de se réaliser, qu'en tentant cette hémorragie. Qu'en s'engouffrant dans cette voie à la fois dangereuse et parfois c'est une impasse, mais qui lui paraît mieux que la stagnation qu'il y a dans le pays. Donc lorsque Tebboune dit le harga, il a prononcé le mot. Oui. Il a prononcé le mot. Il ne se rend pas compte que c'est un bilan qu'il dépose. C'est un dépôt de bilan. Il ne le fait pas simplement, mais il dépose son bilan. Il en est conscient, lui. Et ça, c'est un chef de l'État qui le dit. Bladek fiha al-harga. Et pas que harga. Mais l'autre sujet dont j'aimerais qu'on en discute un peu, avant de revenir à cette histoire d'opposants qui pourraient être concernés, j'aimerais que vous échangiez avec Kamel sur ce sujet. Alors, peu d'Algériens savent que l'harga, en fait, c'est un levier de ce régime pour deux choses principales, en plus d'autres, comme vous disiez tout à l'heure, d'enrichissement de certains barons. Mais c'est surtout, d'abord, pour faire pression, en quelque sorte, sur les pays méditerranéens de l'autre rive, l'Italie, l'Espagne, la France, mais aussi, comme le faisait Kadhafi, rappelez-vous. Erdogan qui fermait, qui ouvrait en fonction des... mais aussi à lâcher un peu de pression comme l'a fait le régime pendant le printemps berbère, où il a demandé à la France de donner le maximum de visas aux jeunes Kabyles pour qu'ils viennent en France demander l'asile et donc qu'ils ne pourront plus retourner au pays. Et c'est comme ça qu'il a vidé le printemps berbère
de sa sève la plus avant-gardiste, j'allais dire. En tout cas, lorsqu'on analyse, Kamel, je vais être rapide, hein. Quand on analyse les filières, on voit bien qu'il y a un côté institutionnel dans ce phénomène. Oui. Il y a des tentatives de harga qui sont réprimées, mais si on ne veut pas être réprimé, il faut aller dans des quartiers bien définis, il faut aller sur des filières qui sont bien définies, et on sait que c'est des filières sécurisées pour la harga. Ça veut dire sécurisé, ça veut dire que d'un point de vue institutionnel, c'est ces voies-là qui sont mises en œuvre pour justement alimenter ces secteurs du pouvoir et se débarrasser des fauteurs de troubles. Il y a un argument de taille, c'est que lorsque M. Tebboune avait rencontré Meloni, le Premier ministre italien, qui lui avait promis, elle lui avait demandé de faire en sorte que le flux de la migration clandestine ne soit pas aussi important vers l'Italie. Vous savez que les harragas de l'Est partent vers l'Italie, oui. Les harragas de l'Ouest partent vers l'Espagne. Or, depuis qu'il lui a promis, il n'y a quasiment plus de harga au départ des côtes de l'Est vers l'Italie. Tout le monde va en Espagne. L'Algérie dispose d'un corps de garde frontière, de garde maritime qui sont performants. Et qui laissent passer. Performants. Ça veut dire que c'est une façon de leur assurer des revenus. Des revenus et écoutez, de vider le pays en même temps et de faire du chantage aux Européens. Le système de pouvoir est bloqué. Parce que le renouvellement des générations ne se fait pas normalement, parce que c'est d'abord la gestion d'une rente. Par exemple, prenez une mesure qui a été prise, la nomination de militaires, du grade de colonel ou de lieutenant-colonel, à la tête d'institutions économiques, à la tête d'entreprises économiques. Beaucoup de gens ont dit que c'était une façon de mettre l'économie sous le contrôle. Il n'y a pas d'économie à mettre sous le contrôle. Ça a été le cas de la CNAN, la fameuse compagnie. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tel engorgement au niveau des carrières, au niveau des militaires, qu'il faut les placer. Qu'il faut trouver où les placer. Un grade, c'est un revenu. Il faut les caser. Un grade, c'est un revenu. Oui. Ça veut dire que si vous êtes au niveau du grade de colonel, ce n'est pas la règle générale, mais c'est la règle, ça veut dire que votre revenu doit se situer autour de 100, 150, 200 millions par mois. Oui. Et il faut bien vous donner un endroit où vous allez le faire. Pour que la docilité au sein de l'armée soit assurée. Ben oui, si ce n'est pas dans la hiérarchie, dans la pyramide militaire, il faut le faire ailleurs. Et je pense que c'est la solution. Vous le casez. C'est la solution qu'ils ont trouvée, à mon avis. Kamel, avant de vous donner la parole, d'abord il faut rappeler, il est utile de le rappeler, que la plupart des passeurs, je ne parle pas des petits passeurs, qui a un botté ou deux bottés, je parle des gros passeurs qui disposent de flottilles, go fast, qui ont quasiment des petits ports, c'est des criques identifiés, repérés, où ils placent leur petite flotte, où ils ont même leur carburant, et ces gens-là sont très connus, ils sont très riches, ils ont des amis très haut placés, ils ont contact direct avec les gardes-côtes qui leur donnent les horaires de passage où il n'y aura pas de garde-côtes sur les eaux territoriales pour les laisser passer. Et donc, c'est en quelque sorte une façon de réguler la goupille de sécurité pour qu'il n'y ait pas trop de pression et de colère dans la rue, en même temps que faire pression sur les pays de l'autre rive. Et ça marche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la France, par exemple, elle est sous vraie tension. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à notre ami et moi? Je suis convaincu, Sidi Djebel, que le sort du haraga, du phénomène haraga en Algérie, il est lié à l'avenir du square. Si le square venait à disparaître demain, le haraga va disparaître. Parce que moi, je suis convaincu que devriez-vous expliquer à nos amis qui ne connaissent pas bien le square, des Européens qui nous suivent notamment, ce qu'est le square? Le square, c'est la banque ouverte, artificielle, là où se fait l'échange de la devise, sous le contrôle de l'État, mais
qui n'est pas, dont l'État elle-même ne bénéficie pas des dividendes, ni fiscales, ni autres. Donc, c'est un marché des échanges, donc de conversion des devises, l'euro, le dollar, etc. Et quand on voit que ces devises qui s'échangent à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, et que ça ne rentre pas dans les banques, il faut savoir où est-ce qu'elles s'en vont, justement. Est-ce que le phénomène de Harga n'est pas un moyen de masquer le transfert de ces valises en dollars, en euros vers l'Europe via les embarcations de fortune qui s'en vont et reviennent sous le regard des gardes-côtes? Donc, moi, je me pose la question. Et le nombre de personnes qui quittent le territoire algérien via ces embarcations de fortune n'est qu'un décor, parce que si on veut réellement contrôler la pression sur le terrain, sur le plan économique et social, on dit oui, c'est vrai que c'est une soupape de sécurité, ça permet aux jeunes de quitter au lieu d'exprimer leur grogne à l'intérieur. Mais ce n'est pas juste suffisant comme argument, parce que la terreur qui s'abat sur les Algériens actuellement, vraiment, elle suffit à elle-même de calmer les gens, sinon, ceux qui restent, ils sont pas insatisfaits de la situation, non. S'il y a 10 000 qui quittent, il y a des millions qui sont insatisfaits de la situation sociale et économique, et ça risque demain qu'ils sortent et commettre l'irréparable sur la scène pour nous rappeler juste 88. Mais moi, je pense que le sort du phénomène de la Harga, il est lié à l'avenir du square. Si le square disparaît, la Harga va disparaître immédiatement. Si le square continue, parce qu'actuellement, le transfert des devises, des valises remplies d'argent et tout ça via des mules comme ça, à travers des avions, c'est difficile parce qu'entre eux, les clans se surveillent et tout ça. Donc, les commandants de bord, ils commencent à avoir peur et tout ça, ne pas assumer ce phénomène. Donc, c'est transféré via je n'ai pas de preuves, mais je vous dis, c'est mon analyse et c'est comme ça que je vois les choses. Vous voulez réagir? À mon avis, il y a un lien, mais je pense qu'il est à chercher dans les logiques économiques en elles-mêmes. Le phénomène de la Harga est essentiellement, à mon sens, il est plus dû au blocage économique au niveau du pays, à l'absence d'une dynamique économique, qu'à la question des libertés. Peut-être la malvie aussi. La malvie, l'aspiration à vivre un peu plus libre. Oui, mais c'est surtout de se réaliser, la possibilité de se réaliser. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une dynamique à l'intérieur du pays qui permette à tout un chacun d'entreprendre, d'avoir un revenu décent, etc. Et c'est ces secteurs-là, à mon avis, qui alimentent la Harga. C'est surtout des jeunes. Beaucoup d'entre eux avaient des commerces à l'intérieur du pays. Beaucoup d'entre eux avaient une activité qui leur permettait de... Moi, j'en connais. Oui, et qui ont gens tout qui vendu, étaient très aisés, qui étaient bouchers, qui étaient boulangers, etc., et qui se retrouvent Harraga. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas d'horizon pour qu'ils puissent se réaliser. Et ils se disent, si je vais de l'autre côté, je vais souffrir, mais je vais parvenir. Je vais réussir quelque chose. Et le lien... Il y en a aussi qui viennent se soigner. Oui, ça existe aussi, mais c'est des cas particuliers. Oui, Ce qui veut dire que la dynamique, ce qui construit la dynamique, c'est surtout ce blocage de l'avenir social des gens. C'est surtout ça, à mon avis. Et ça rejoint ce que Kamel identifie comme le square. Le square, c'est quoi? Le square, c'est ce qui permet de bloquer le développement du pays et de transférer l'accumulation à l'extérieur. Aujourd'hui, l'accumulation, l'Algérie, depuis des décennies maintenant, son accumulation est externalisée. Ben Bitour, il disait une chose, il disait « nous exportons de la richesse et nous importons des clous de la quincaillerie ». Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'avec tout l'argent qui circule à l'intérieur du pays, nous devrions avoir une économie qui se tient. On devrait avoir au moins des secteurs économiques qui sont dynamiques, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, etc. Or, le constat qu'on peut faire à vue d'œil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et l'argent qui transite par le square, c'est une façon de capter l'épargne des émigrés, essentiellement. Pas seulement. Mais essentiellement. Je crois que c'est... Non, je ne suis pas d'accord.
On a tous pensé à un certain moment, mais il semble que ce ne soit plus le cas puisque les immigrés ne vont plus en Algérie, ne construisent plus là-bas. Ils y vont, dans le meilleur des cas, en vacances, ou alors pour quelques jeunes, quelques centaines seulement de jeunes, qui investissent là-bas dans la micro-entreprise, généralement, ou les petits exports-imports. Mais aujourd'hui, on a la quasi-certitude que le gros du capital des squares, pas le square, les squares, parce que dans chaque ville algérienne, il y a un square pour ça. Rue de la Liberté à Tizi Ouzou, place de la République à Oran, etc. Partout, même au sud du Sahara. Mais les gens... C'est un système parallèle. Mais oui, parallèle, informel, oui. Qui capte quasiment une masse monétaire absolument énormissime. Mais quasiment tout le monde sait que ça provient généralement de l'argent des surfacturations. Ce sont les crédits accordés aux entreprises qui sont détournés, qui vont au square. Mais l'argent de la surfacturation, il reste ici. Il alimente l'accumulation ici. Parce que la surfacturation... Oui. C'est pour dégager de l'argent blanchi. Généralement, ça se fait avec quoi? Ça se fait avec des sociétés écrans. Oui. Ça veut dire que l'importateur, il va créer une entreprise tampon qui va surfacturer et la différence, il l'encaisse pour la garder ici. C'est le système de la pompe aspirante et aussi... Pour l'essentiel. Et distributrice, parce que pour il se sert l'essentiel de ce blanchiment, en quelque sorte, pour créer de l'argent. Et puis ils l'investissent dans le marché noir du square pour le faire fructifier et le laisser tourner. Moi, à mon avis, l'essentiel pour eux, c'est d'accumuler de l'argent ici, d'accumuler du capital Il y a de ça, mais pas seulement. En dehors du pays. Et cette logique, c'est la logique qui plombe le pays. C'est cette logique-là qui plombe le pays. Alors, si vous permettez, Mohamed, nous allons revenir à l'autre thèse de gens qui ne sont pas des harragas. Ça veut dire que c'est un appel du pied aux gens qui font de la politique et sous cette couverture de harraga, on est en train de leur dire oui, si vous faites comme les autres qui ont signé, vous connaissez l'histoire de ceux qui ont signé, qui sont devenus... Les repentirs. Voilà, en quelque sorte des repentis. On est... Lem Chemli, il avait appelé ça, le rassemblement, rassembler les rangs, ou je ne sais pas comment on dit. Et la possibilité, si c'est bien de ça, j'aimerais bien que nous puissions en parler de ça. Kamel, si c'est le cas, est-ce que c'est une approche maladroite? Est-ce qu'il n'en a pas dit assez? Est-ce qu'il y a réellement une possibilité qu'il puisse aller dans ce sens parce que ça est en train d'exploser de partout? Avec l'histoire d'Iran, les gens ont compris que les diasporas peuvent devenir très dangereuses pour les systèmes prédateurs. À votre avis, est-ce que réellement il y a une possibilité pour qu'il puisse s'adresser dans cet appel aux gens qui sont dans l'opposition réellement et qui pour lui s'attaquent au pays, non pas à son système et non pas à son régime? Moi, je ne crois pas que le pouvoir il est inquiété par ce qui se passe dans les environs, que ce soit l'intervention de Trump au Venezuela ou les manifestations iraniennes. Parce que le pouvoir, il connaît bien le peuple algérien. Le peuple algérien ne réagit pas quand ça bouillonne autour de lui. Nous l'avons vu en 2011 avec la révolution du jasmin, la chute de Kadhafi, l'Égypte, et s'ensuit. Donc, et ensuite, les Algériens, en 2011, sont restés chez eux. Ils ne voulaient pas s'embarquer dans une révolution parce qu'ils ont peur. Les Algériens, ils ont peur de cette influence des ingérences étrangères et tout ça. Donc, il est calculateur. L'Algérien, il est calculateur. L'Algérien, il va sortir, faire sa révolution quand tout va bien partout ailleurs dans le monde. Il ne craint pas l'ingérence, il ne craint pas que sa révolution va être détournée et tout ça, comme il l'a fait le 22 février 2019. Donc, mais une chose à retenir, c'est que ce pouvoir qui multiplie les appels à la repentance, à mon avis, mon analyse me conduit à dire que toutes les déclarations signées par
ces militants qui ont voulu, pour une raison ou pour une autre, sans les critiquer, chacun a ses raisons de vouloir rentrer au bled. Les uns ont leurs parents malades, d'autres ils ont des affaires, d'autres ils sont bloqués, d'autres ils ont... Chacun a ses raisons. Mais je sais qu'au fond de leur-même, ils n'ont pas oublié ou laissé de côté l'objectif de changement de système de gouvernance en Algérie, loin de là. Mais toutes ces déclarations signées par ces soi-disant repentis, soyez sûr qu'un jour, il va les présenter devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève quand il va être questionné comme l'année passée pour dire, voilà, je vous confirme que ces gens-là, ils ont reconnu avoir dérapé. Maintenant, ils se rendent compte, voici le nombre. Il va présenter des chiffres faramineux d'Algériens qui ont signé cette déclaration de repentance pour se redorer le blason. Donc, voilà un peu les objectifs pour lesquels il multiplie ces appels-là, parce qu'il a un chiffre à atteindre pour les présenter aux organismes internationaux, pour leur dire, voilà, j'ai raison. Il y a des jeunes qui ont dérapé, qui ont fait des erreurs, qui ont peut-être voulu aller dans l'option terroriste, mais finalement, notre sagesse a fait qu'on les a rappelés à l'ordre et on leur a donné la chance de se repentir, de rentrer chez eux. Et voilà, donc on vous confirme que ceux que nous avons arrêtés, ce ne sont pas des détenus d'opinion, comme ils ont toujours martelé devant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Voilà les objectifs de ce système. Ils sont malsains, ils sont malhonnêtes. Il est toujours dans la manipulation. Il n'est pas dans la solution. Parce que si réellement cette démarche vise à ramener le calme, vise à donner la chance aux Algériens de rentrer chez eux, la première des choses, c'est de libérer les détenus à l'intérieur et d'ouvrir le dialogue comme il l'a promis, de laisser tranquille la classe politique activée, de laisser tranquille oui, mais les détenus, gens Kamal, ils sont neutralisés. Les détenus, ils sont neutralisés. Il n'a pas besoin de les neutraliser d'une autre manière. Ils sont en prison, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, pour Tebboune, il ne pose aucun problème qu'ils restent où ils sont. Par contre, les gens qui sont à l'étranger, ils sont en train de parler, ils deviennent de plus en plus suivis. Sur les réseaux sociaux, certains ont une très grande influence, certains pensent à s'organiser, certains se préparent au futur Hirak, au redémarrage du Hirak. Donc les détenus pour Tebboune, c'est quelque chose de réglé, ça n'a pas de problème. Alors, je vais donner la parole à Mohamed, mais avant, nous allons écouter ce monsieur qui va nous dire ce qu'il va nous dire, vous allez l'écouter. واسمحوا لي أن أغتنم هذه السانحة لأشيد بالقرار الحكيم والجريء والمسؤول والقاضي بتوجيه نداء، طبعا قرار السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، القاضي بتوجيه نداء إلى أبنائنا من الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات صعبة وهشة وغير قانونية، ممن دفع بهم إلى الخطأ من قبل أشخاص توهموا أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استغلالهم ضد بلدهم وتوظيفهم وقودا في أجندات وحملات عدائية قذرة تستهدف بلدنا من قبل أولئك الذين صاروا معلومين ومكشوفين ومفضوحين أمام الجميع. قرار مجلس الوزراء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات هي مبادرة تؤكد أن الدولة حريصة على كل أبنائها حيثما وجدوا في الداخل كما في الخارج، وأنها تحمي. Désolé, mes chers amis, de vous avoir infligé
ce discours. Ils sont tous pareils. La même langue de Tebboune bois. a dû déposer son discours à Londa. Mais c'est Sûr. incroyable. Ce monsieur est un universitaire. Il a enseigné le journalisme, je crois. Je ne sais pas dans quelle université. Ils ont utilisé Londa, un bon moment, ils ont utilisé Londa surtout par rapport aux artistes, Oui. pour essayer de leur faire réduire la voilure de leur expression. Oui. Donc ils ont distribué beaucoup d'argent à travers Londa. Londa, c'était un instrument pour essayer Bien sûr, de contrôle évidemment. social. De- La NEP est un canal aussi de... Bien sûr. L'ANSEJ, la CNAC. Le côté carotte. Ce qui veut dire que tout ce qui peut leur permettre d'essayer de réduire l'expression des Algériens, ils l'utilisent. Mais ce monsieur Et c'est est des ministre offres de de la service. communication. Le problème est qu'ils usent tous de la même langue de bois épaisse. Mais il ne sait pas, ce monsieur, que les élections sont systématiquement fraudées, que les députés ne sont pas élus vraiment, que le président a été désigné par l'armée. Devant le Conseil des ministres, Tebboune, il a dit un certain nombre de choses. Lorsqu'il dit, par exemple, que ces jeunes qui ont paniqué parce qu'ils ont été convoqués par la gendarmerie ou la police pour un petit interrogatoire, Oui. c'est une banalisation du travail de la police politique. Pourquoi un citoyen algérien devrait-il être convoqué pour ses opinions par un gendarme ou par un policier? Oui. Et encore plus par un officier de la sécurité intérieure. Pourquoi? Et ça, il le reconnaît, il le dit, en pleine institution gouvernementale. Ce qui veut dire qu'ils ont perdu pied totalement. C'est des gens qui ont totalement perdu pied. Et ils doivent réellement croire à leurs mensonges. Ce qui veut dire que ce que disait Kemal, ce qui veut dire que c'est plutôt le pouvoir algérien qui ne comprend pas les signaux qui sont en train d'être émis dans le monde. L'impasse iranienne aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une impasse comme celle-là. Absolument. Ils le savent. Hein. Là, maintenant, ils le savent. Ils le savent, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils savent aussi que Trump peut demain les plonger dans une situation d'où ils ne pourraient plus ressortir. Toutes les impasses sont possibles. Oui. Toutes les impasses sont possibles. Donc aujourd'hui, s'ils avaient encore une once de patriotisme, ils devraient réfléchir sur une voie de sortie. Ils devraient réfléchir, c'est pas... Ils ne peuvent pas avoir une once de patriotisme quand on a accepté d'être désigné contre la volonté populaire président de la République par un général. Quand on entre délibérément dans une opération de fraude de grande envergure. Je veux garder cette naïveté, cette part de naïveté. Oui, parce que vers quoi on va? C'est aussi ça la question. Vers quoi on va? Ils sont en train de nous mener à la confrontation. Ils sont en train de nous mener à l'impasse. Je milite ici dans un petit cadre politique. C'est pour une alternative démocratique en Algérie. On a lancé un appel à une amnistie générale. Pourquoi on a lancé cet appel à une amnistie générale? Parce qu'il faut que des portes soient ouvertes. Il faut que des portes s'ouvrent. Quelles sont les personnes qui doivent être concernées par cette amnistie générale? C'est tous les gens qui sont dans l'arbitraire politique, dans le champ de l'arbitraire politique. C'est les détenus d'opinion, les hirakistes qui, comme disait Kamel, pour un like sur une page Facebook, etc., sont mis en prison, ou parce que un petit brigadier a voulu faire du chiffre, ou un petit procureur a voulu se faire bien voir du président de la Cour, je ne sais pas, il y a un tas de situations. C'est les gens qui, dans les règlements de compte, donc les détenus, anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens généraux, etc., qui ont fait les frais des règlements de compte du système, qui doivent répondre de leurs actes, mais pas de cette manière-là, pas dans le cadre de règlements de compte qui sont criards. C'est aussi les gens qui sont du reliquat des années 90, dont beaucoup ont payé leurs dettes vis-à-vis de la société et qui doivent être considérés comme des citoyens qui ont payé leurs dettes vis-à-vis de la société. Donc c'est une amnistie qui, d'abord, concerne tous ces gens-là et qui ouvre sur une perspective politique. Ça pourrait avoir du sens. Est-ce que ce ne serait pas une cautèle sur une jambe de bois lorsque on sait que sans une vraie dynamique vérité et justice, pas seulement pour les années 90, depuis 1962. Depuis l'été 62. Ou même avant, Oui. depuis ce qui s'est passé dans les maquis, pour pouvoir
définitivement passer l'éponge, mais dans le sens noble du terme, ça veut dire on met tout sur la table, mais ça, on discute. est-ce que ça doit concerner ce pouvoir? Ce pouvoir, il doit réparer ce qu'il a fait. Mais il ne partirait pas sans ça. Non. Si on ne solde pas tous les comptes, qu'on ne met pas tout sur la table pour que les Algériens découvrent l'ampleur des dégâts et d'où ça vient. Oui. À mon avis, c'est une question de temporalité. Ce qui veut dire que dans l'immédiat, il faut une ouverture politique. Pour qu'il y ait ouverture politique, il faut qu'il y ait amnistie générale. Politique politique des petits pas. Ce que nous appelons au niveau du PADA une amnistie générale. Une telle mesure peut ouvrir sur un dialogue, et un dialogue peut ouvrir sur une transition. Et dans le cadre de la transition démocratique, un mécanisme de justice et de vérité, un mécanisme de réparation est indispensable. Mais ce n'est pas ce pouvoir, ce serait refaire, ce que je vous ai dit la dernière fois, ce serait refaire l'erreur de 89. Ce qui veut dire que voilà. Il va rebattre les cartes à sa façon. Non. Oui. On doit arrêter la dérive, trouver les signaux qui donnent cette indication que la dérive habset. Et à partir de ça, on essaye d'enclencher quelque chose de nouveau, mais dans laquelle le pouvoir, ou la partie la plus décisive du pouvoir, les militaires, sont une partie de la discussion pour sauver la nation. Alors, dernier tour de micro, 2 minutes chacun, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Kamel, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Il est clair, dans ces conditions, moi je crois que ceux qui pensent ceux qui s'agitent pour provoquer la scène algérienne, à ce que le citoyen sorte, casse, brûle pour provoquer une révolution, ce n'est pas une solution, parce que une révolution mal encadrée, une révolte mal encadrée pour arriver à une révolution par la suite, va aboutir vers le chaos, et ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à ce que les gens de l'extérieur et de l'intérieur s'organisent, se parlent, gardent le discours positif, responsable du changement de système de gouvernance. Et le moment viendra où le peuple va s'inviter de lui-même sur la scène politique comme il l'a fait en 2019. Et à ce moment-là, il doit trouver une classe politique, il doit trouver une société civile organisée, malgré que le pouvoir empêche l'organisation, mais l'organisation n'est pas d'avoir des agréments. L'organisation, c'est de se parler, c'est de partager le même discours, d'arriver à des consensus maintenant. Si on n'arrive pas à créer le consensus maintenant sur le discours avec lequel on va rassurer le peuple, on sera piégé. On sera piégé parce que le pouvoir, il est habitué. Il provoque, il fait des provocations, des avortements préventifs. À chaque fois qu'il voit que la situation allait sortir de son contrôle, il va provoquer pour faire avorter la situation et la reprendre en main comme il l'a fait en 88. Une formule géniale, merci Kamel Moktefi, un avortement préventif, une sorte de gouvernance abortive. Oui. Voilà. Alors, le mot de la fin en 2 minutes. Le mot de la fin, on est en train de vivre une époque qui fait peur, parce qu'il ne faut pas être sourd et aveugle à ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe au Venezuela, c'est quelque chose qui devrait interpeller nos gouvernants. Ce qui se passe en Iran aussi. Et s'ils sont têtes à rester dans les choix qui sont les leurs actuellement, dans le déni qui est le leur actuellement, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de condamner le pays au pire. Et c'est eux qui portent cette responsabilité. Parce que s'ils donnent la chance à la société de s'exprimer, de s'organiser et de contribuer à chercher les solutions, il n'y a personne qui a des solutions toutes faites, ça n'existe pas. C'est des solutions, comme dit Kamel, que nous devons construire tous ensemble. Mais ce n'est pas des solutions comme notre ministre ou comme le chef de l'État, c'est pas qu'on va les trouver. C'est vraiment faisons l'effort de réfléchir, de s'écouter, de discuter, qu'on pourra les trouver, mais il faut qu'il y ait une ouverture. Mohamed Bakir, merci. Kamel Moktefi, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.